Par contre, on a passé moins de temps pour les gens. Pour des gens Ce soir, c'est une réunion sur la sécurité. Nous avons sur la circoncision, nous voulons faire des débats. Nous avons envie que l'intervenant puisse parler de la politique du gouvernement et puis surtout débattre avec vous pour savoir ce que fait le gouvernement. Parce que malheureusement, on ne sait pas assez de ce que des réformes, on ne sait pas assez ce que fait Nicolas Sarkozy, et surtout dans nos quartiers, on ne débat pas assez. C'est-à-dire qu'il n'y a pas assez de réunions, il n'y a pas assez de colloques, malheureusement les grands élus ne viennent pas nous voir. Donc on a de la chance ce soir d'avoir Bruno Béchiza, qui était tête de liste au conseil régional sur la Seine-Saint-Denis, et donc qui était conseiller régional, et qui est aussi sous-préfet. Il faut savoir que Bruno Béchiza, le premier endroit où il est venu en Seine-Saint-Denis, c'est Épinay-sur-Seine. Donc c'est la circonscription. C'est normal, nous sommes les meilleurs. Voilà. Je me rappelle, il était 7h du matin, sous la flotte, avec Valérie Pécresse d'ailleurs. Et nous tractions sous la flotte, mais alors vraiment des trompes d'eau, le programme de Valérie Pécresse. Et donc Bruno était là pour se présenter aux adhérents. D'ailleurs, je vais vous dire, c'est très rare des grands élus comme Bruno qui font des réunions publiques comme sur Saint-Ouen, qui vont tracter le matin, qui le soir après refont des réunions. Des gens de terrain, c'est très rare. Et heureusement, on a Bruno parmi nous, et je suis vraiment très content qu'il soit là. D'ailleurs, je l'ai appelé, il m'a dit tout de suite oui pour cette réunion. Donc, ce soir, nous parlons de la sécurité dans nos quartiers, quel est le programme de l'UMP, et ainsi que du gouvernement sur nos quartiers, sur la sécurité. Il faut savoir que la sécurité, c'est le problème, on va dire numéro 1 bis, avec le chômage. À Saint-Ouen ou à Épinay ou sur l'île Saint-Denis, nous connaissons de graves problèmes de sécurité. Aujourd'hui, nous ne savons pas vraiment ce que veut faire le gouvernement, parce que malheureusement, sur le département, on ne nous dit pas grand-chose. Donc aujourd'hui, Bruno Béchiza est là pour faire de la pédagogie sur les réformes de sécurité. Et donc, n'hésitez pas à lui poser toutes les questions. Oui. Même les plus bêtes, parce qu'il n'y a pas de questions bêtes. Il n'y a pas de questions bêtes, il faut savoir ça. Donc n'hésitez pas à le titiller, parce qu'il aime bien quand on le titille. Il est là pour ça. Mais croyez-moi, il faut être costaud parce qu'il est costaud dans ces domaines. Merci beaucoup. Merci Mike. Il n'y a rien de pire que cette présentation, parce que ça fait quasiment... J'ai un fils qui a 11 ans, qui est fan d'un match de catch, et ça fait un peu ça. Déjà quand même, remettre en perspective. On est vendredi, donc on est quand même tous un peu fatigués, parce que toute cette semaine, on a eu des soirées. Deuxièmement, je vous demanderais d'avoir un peu de compassion, parce que depuis une semaine, je suis à nouveau un jeune papa de jumeaux, et bravo. Peuvent comprendre que des matins, des journées sur son lieu professionnel, des soirées encore hier dans réunion de circonscription, et puis des nuits à s'occuper des deux, mais aussi le matin de s'occuper des trois autres, puisque c'est le numéro 4 et le numéro 5. Voilà. Si vous n'imaginez pas que je vais tenir 1 heure à vous faire un grand exposé, au contraire, comme l'a dit Mike, je pense que l'intérêt de venir devant vous, c'est d'une part respecter un engagement. Avant même de parler du thème, comme le disait Mike, malheureusement trop souvent on a vu des élus, faute à tout du reste, la vie, les calendriers électoraux, l'activité politique, se faire élire et ne plus dire. Et c'était un de mes gros engagements pendant cette campagne, et je prends d'autres personnes, d'autres cercos, de me tenir à cet engagement, de dire, alors on ne peut pas le faire toutes les semaines, mais je pense qu'on peut continuer à faire vivre ce mandat, qui est un mandat d'invisible, parce que le conseiller régional, c'est, en termes de notoriété, cela peut être considéré comme un mandat d'invisible, et pourtant, assez paradoxalement, je pense que c'est le quotidien, parce que ce sont les lycées, ce sont des vrais problèmes du quotidien. Et c'est vrai, c'est ce qui nous a manqué pendant la campagne des régionales, où, à cause d'un contexte national et à cause d'un contexte où on trouve que la région est loin, les gens ne s'intéressent pas à cette élection, alors que... Et donc, pour moi, j'estime que le service après-vente
et ce mot va revenir du reste dans le dossier sécurité, que je vous dois, c'est de revenir régulièrement face aux électeurs, face aux électrices, pour expliquer ce qu'on a fait, ce qu'on n'a pas fait, ce qu'on peut faire, et puis être aussi des éponges, être perméable à ce qui nous est dit. Parce qu'effectivement, je suis sous-préfet, mais je ne suis pas énarque. Pour certains d'entre vous le savent, j'ai été élevé dans une cité HLM de Seine-Saint-Denis, à Montreuil-sous-Bois, et que on peut vite avoir cette tendance de s'isoler et de ne plus écouter. Alors, je vous parlais des enfants, je pense que là aussi c'est un bon moyen d'avoir les pieds dans la vie. Quand ce week-end, quand on parle de sécurité, j'ai une fille de 14 ans, c'est l'aînée, qui reçoit tout le week-end des textos l'invitant à descendre dans la rue pour casser, là on est dans la vraie vie. On n'est pas dans la théorie de la révolte théorique de la jeunesse. On se dit en tant que père de famille, c'est est-ce que demain ma fille va se retrouver non pas dans son lycée, mais dans la rue, avec des types qui à tout moment peuvent la malmener. Vous voyez, je suis sympa pour ma fille, je pense pas que c'est elle qui va faire des conneries. Et pourtant, d'autres parents peuvent aussi se dire, il va faire ou elle va faire une connerie. Et je pense que le dossier sécurité, c'est au-delà des exposés de ce que va faire le gouvernement, on ne peut parler de sécurité que si on parle de vécu. On va être obligé de faire un retour sur ce qui s'est passé, et c'est pas si loin que ça, je ne vais pas faire le Jurassic Park, mais on va être obligé de repartir de 95 pour certaines pistes, parce que ça vous explique aujourd'hui certaines déclarations de certains hommes. Puis on parlera effectivement de ce quotidien, là j'espère que c'est vous qui alimenterez la discussion, et puis on parlera, parce que là aussi, de temps en temps, moi j'aime bien cliver, alors c'est pas pour rien du reste et ça gêne. Oui, je le dis haut et fort, je suis arrivé dans la campagne des régionales parce que l'Élysée le souhaitait, et oui effectivement, mon but au jour d'aujourd'hui, c'est de faire en sorte qu'en 2012, Nicolas Sarkozy soit élu. C'est simple, c'est posé, c'est clair, voilà. Il n'y a pas de double discours. Ça plaît ou ça plaît pas du reste. Mais moi, je vous dis qu'effectivement, mon mandat aujourd'hui, il est simplement de faire en sorte qu'il soit réélu. Et effectivement, dans ce double discours, on n'a pas le droit de tenir en termes de sécurité ce double discours. Et c'est là où je parlais de clivage, on ne peut pas, quand on parlera d'exemples concrets, s'appeler Barthelone et dire je veux 400 policiers supplémentaires en Seine-Saint-Denis et je démontrerai que ce chiffre est une escroquerie. Mais de la même manière, comme Boinet dire je veux des policiers, et dès que les policiers interviennent dans un lycée à Jean Jaurès à Montreuil-sous-Bois, dire il ne fallait pas s'occuper des voyous. Voilà, on est dans le double discours permanent. Et donc effectivement, à un moment donné, il faut assumer. Mais là encore, je nous mets à l'aise. On a le même problème dans notre famille politique, où certaines fois, on peut aussi avoir des hommes et des femmes de droite qui préfèrent avoir de beaux articles sur eux dans Libération que dans le Figaro. C'est pas forcément mon cas, vous l'avez compris. Quitte à déplaire, mais là aussi, je pense qu'à un moment donné, face à une urne, c'est le binaire. C'est oui, c'est non. Il n'y a pas 25 solutions. Donc effectivement, ça vous donne à peu près le contexte de mon exposé. On pourrait quasiment commencer à des questions sur ces points-là. C'est suffisamment un peu, je te vois déjà sourire en disant ça y est, m'a donné un premier pic à lui lancer. Revenir très rapidement. On est en 2010. Il faut quand même se souvenir qu'en 1995, il y a eu un tournant majeur dans la sécurité. Avec à l'époque des hommes qui étaient des, entre guillemets, des moyens hauts fonctionnaires. Un directeur de l'année 1995 où s'est fait une loi, c'était la loi d'orientation sur la sécurité. C'était une première dans l'architecture juridique française où, très régulièrement en France, on veut tout de suite. Et on le voit sur d'autres dossiers en ce moment. Et là, pour la première fois, dans la sécurité, on a dit, ça représente certaines fois des masses budgétaires énormes, ça représente un axe politique, donc il faut des lois de programmation. Sur 3, 4, 5 ans, parce qu'on n'a pas le droit de mentir à nos citoyens, parce qu'on n'a pas le droit de dire que ça va aller mieux d'un seul coup. Donc on programme ces choses-là. Et donc c'est une loi qui est passée le 21 janvier 1995, et je la cite pour une raison simple, c'est que dans cette loi il y a tout. Dans cette loi on parle déjà de vidéoprotection. Mais en 2010 c'était 2010. On invente le mot police de proximité, et pourtant c'est un gouvernement de droit. On invente tous les concepts de maintien de l'ordre. Et on parle effectivement de ce qui peut se passer dans certains quartiers.
Et pourquoi je parle de cette loi qui est déjà visionnaire? C'est que les hommes qui, à l'époque, ont construit cette architecture, et le directeur de l'administration, à l'époque, s'appelait Michel Gaudin, l'actuel préfet de police de Paris. Quand on va parler tout à l'heure de police d'agglomération, le patron aujourd'hui de cette police d'agglomération, c'est lui. Et je pense que les élus de la petite couronne ne se sont pas encore assez appropriés. Là, j'espère qu'on aura des questions là-dessus. Cette révolution dans comment faire de la police en banlieue depuis le 14 septembre 2009, où aujourd'hui, le flic, et je le dis à dessein parce que j'ai toujours dit que je suis très fier de dire que j'ai été policier, le flic est à Paris, une demi-heure plus tard peut intervenir en Seine-Saint-Denis, n'est plus barré par le périphérique qui est une barrière administrative. Donc Michel Gaudin, à l'époque, petit directeur de l'administration, qui avait tricoté cette loi, et l'orfèvre de cette loi, c'était un jeune directeur général de la police nationale qui s'appelait Claude Guéant. Voilà. Donc ça vous donne, si vous voulez, cet esprit où il y a une continuité, il y a certaines décisions aujourd'hui, quand on entend certains de dire oui, c'est de l'impréparation, c'est de l'incurie, pas du tout. Ce sont des hommes qui travaillent sur ces dossiers depuis 15 ans. Alors des fois il y a des hauts, il y a des bas, il y a eu des alternances. Et la première alternance, a été 1997. Et là aussi, il faut le prendre en compte dans certaines polémiques à la con aujourd'hui. C'est que 1997, c'est Chevènement. Et Chevènement, là aussi, fait une mini-révolution à gauche en disant la sécurité, ce sont 3 piliers. Prévention, dissuasion, répression. Et c'est le congrès de Villepin. Et c'est la gauche. Aujourd'hui, elle l'oublie. Et en particulier, quand aujourd'hui on a des débats avec les Verts au Conseil régional, je pense qu'on est très loin de ce triptyque-là. Et c'est un triptyque qui finalement, comme il est assez équilibré, n'est pas du tout renié par la droite aujourd'hui. Au contraire. Mais, là aussi, bien souvent, il y a des bonnes intentions. Et on dit pour faire de la dissuasion, il faut faire de la proximité. Que la gauche n'invente pas, puisque je vous le dis, elle le reprend simplement dans cette loi de 95 créée par Guéant et Gaudin. Sauf que, rappelez-vous, là aussi ça fait très loin, mais ça a son importance parce que les acteurs sont les mêmes. Hein. Pour certains dans la salle, ils étaient gosses, ils voyaient ceux qui aujourd'hui sont encore à la télévision à encore prendre les mêmes décisions. On a eu des petites difficultés relationnelles au sein de ce gouvernement et Chevènement s'est cassé. Tout simplement. Est arrivé Daniel Vaillant. Et Daniel Vaillant a dit, bah moi, alors Daniel Vaillant, je vais faire une parenthèse taquine, certains ont dit que c'était taquin, c'est bien celui qui considère, alors qu'il a été ministre de l'Intérieur, qu'il faut légaliser les stupéfiants. Il tient ce discours aujourd'hui alors qu'il a été ministre de l'Intérieur. Ça alimentera sûrement certaines questions, mais il y a une vraie cohérence dans la démarche de l'individu et dans la démarche politique. Donc effectivement, Daniel Vaillant arrive au pouvoir, arrive au ministère de l'Intérieur et lui dit on généralise, ça devient Disneyland, on généralise la police de proximité. Et là effectivement, c'est quoi on généralise la police de proximité? Dans ce qui est dit, c'est on arrête de faire de l'investigation, ça ne sert à rien. Tous les effectifs qui pourraient résoudre les affaires, on les prend et on les met en bleu dans la rue. Alors déjà, pour tous ceux qui aujourd'hui sont nostalgiques, il faut savoir que ça ne s'est jamais mis en place. C'est-à-dire que sur l'ensemble du territoire national, toutes les postes de police nationale ne sont pas devenus des postes de police de proximité. Il n'en a pas eu le temps. Il paraît qu'en 2002, il y a eu un changement. Il a réussi, grâce à ça, à mettre en 3 jours 60 000 policiers dans la rue. 60 000 policiers dans la rue. 3 fois 20 000 policiers en 3 jours. Jamais vu. Lié, rappelez-vous, à la loi présomption d'innocence. Donc là aussi, quand aujourd'hui certains vous disent on est nostalgique de cette époque, Barthelone, où ça marchait bien, on avait des bonnes relations avec les policiers, oui ça se voit. Les flics étaient dans la rue, les flics ne trouvaient plus de sens à leur action, on leur tirait dessus, et c'était le bordel couvré. Et là encore, je pense que de temps en temps, ça sert à rien de regarder l'avenir si on ne se souvient pas d'où on vient. Parce que ce sont les mêmes, je le répète. On est à Saint-Ouen. Moi, je vais être sympathique pour une fois avec quelqu'un de gauche. Moi, je ne sais pas ce que fera peut-être ou ne fera pas un Abdellah Kachouri. Par contre, Barthelone, on sait ce qu'il a fait. Vaillant, on sait ce qu'il a fait.
Tous ces hommes-là, on sait ce qu'ils ont fait. Brun, quand on parle de Montreuil ou Voynet, là c'est l'épreuve des faits. Il y a les belles déclarations d'intention, j'aime la sécurité, j'aime les policiers. Alors je vous disais, cette semaine, effectivement, quand pour ceux qui connaissent le lycée Jean Jaurès, quand vous avez une horde qui est arrivée pour empêcher qu'il y ait une intervention, et effectivement qu'il y a peut-être un accident. Le mot a un sens, c'est pas une bavure, c'est un accident. C'est l'enquête qui dira ce qui s'est réellement passé. De suite, c'est à charge. Et au même moment, il faut que vous sachiez que quand Voynet faisait ses déclarations, Jean-Paul Huchon à la région, sans avoir aucune information, on était en commission plénière, déclarait « la police a fait une bavure ». Donc n'allez pas ensuite faire la roue de pan devant certaines caméras télé pour dire « oui, mais attendez, on aime quand même la police, on aime l'ordre, la sécurité ». Tout ça, ce sont des mots. Il y a des fois, il y a des événements, et là, on voit qui est qui. Petite parenthèse, on parlait de Montreuil-sous-Bois. Montreuil-sous-Bois, vous avez aussi un autre grand monsieur qui est encore député, qui à l'époque a longtemps été maire, il s'en remet toujours pas du reste, viré par Voynet, mais bon, c'est Brun. Et Brun, pour l'anecdote, le jour où ont été interpellés les Ornec, la famille qui finalement tenait le milieu parisien. Il y a quelques années, quand vous connaissez les Ornec, ils se sont attaqués à la brise de mer, donc ça vous donne le niveau au niveau du banditisme. C'est pas ce que j'appelle le petit voyou, même si le petit voyou déjà lui est très nuisible. Là on parle de types qui n'hésitent pas à utiliser des armes de guerre pour braquer des fourgons. Le jour où il a fallu aller les interpeller, bien sûr pour interpeller cette gabarit, on envoie le raid. Parce que là on a des gens qui ont des armes de guerre chez eux. Et bien à 9h, Brard allait déposer plainte contre le raid en disant que c'était inadmissible pour le voisinage que des gens voient des policiers avec des cagoules noires pour aller interpeller des citoyens. Voilà, c'est la réalité. Là encore, on a d'un côté les belles déclarations et on a de l'autre côté ce qui s'est réellement passé. Donc en revenant sur ce petit fil historique, mais je pense que c'est ça qui va alimenter les questions. Parce que j'ai pas envie de vous donner des chiffres, j'ai pas envie de vous faire une leçon ex cathedra de ce qu'a été la sécurité, de ce que serait la sécurité. C'est qu'on va au moins créer un lien et discuter à partir de ces sujets-là d'endroits qu'on connaît. Voilà. Alors attendez, il y a une tradition sur la circonscription, une tradition qui est immuable. Je ne vous laisserai pas mon Non, c'est pas moi. C'est que la première question est posée par Philippe Seillon. Mais je vais juste encore simplement brosser le paysage rapidement. 2002, donc arrivée de Nicolas Sarkozy, ministre de l'Intérieur, qui dit effectivement on a une police nationale dans un état dramatique, qui finalement, en oubliant les moyens, en oubliant tout ça, a perdu le sens de son action. Et donc il faut redonner du sens au boulot de policier. Avec une donnée, et qui est importante aujourd'hui quand on voit les polémiques sur les diminutions d'effectifs, qui est de dire, compte tenu de l'évolution de notre société, et c'est pour ça, ce qui a été dit est fait, il n'y a pas d'hypocrisie. On sait que compte tenu de l'évolution de notre société, avec nous tous, une société qui vieillit, qui a envie plus de confort, donc plus de sécurité. On sait donc que la demande de sécurité va aller en augmentant. C'est un fait. On voudra toujours plus de sécurité parce que c'est un élément du confort. C'est humain. Et que, ou alors on dit qu'on aura toujours plus de flics, ce qui n'est pas possible, et entre vous et moi pas forcément souhaitable, parce que le même qui dit pourquoi les flics sont pas là dira mais ils sont encore là, pour d'autres choses. On l'a tous eu comme réaction, moi aussi. On l'a tous eu. C'est, ils sont pas là pour ça, mais par contre ils sont là pour ma ceinture de sécurité ou pour le... Voilà. Donc il y a un équilibre à trouver, mais cette demande de sécurité allant croissante, on ne pourra pas augmenter outre mesure le nombre de policiers, on ne pourra pas augmenter le nombre de gendarmes, par contre on va mieux les faire travailler entre eux, et surtout on va arrêter l'hypocrisie en parlant des autres qui servent la sécurité. Et on en a ici. Les autres, c'est bien évidemment les polices municipales. Qu'est-ce qu'on leur fait faire? Comment les recrute-t-on? Quel est le niveau de confiance qu'on leur délègue? Et surtout, les sociétés privées de sécurité. Où là encore,
Personne ne voulait en parler, sauf que vous avez aujourd'hui plus de 170 000 personnes qui servent dans la sécurité. Donc soit on est hypocrite, on fait semblant qu'il n'existe pas, soit on organise ça. Et donc, là encore, on n'est qu'en 2002, l'équation c'est de dire plus de sécurité, plus de demandes de sécurité, pas plus de fonctionnaires d'État, voire même, on va dealer avec leurs syndicats, et à l'époque j'étais syndicaliste policier, pour faire en sorte qu'ils soient effectivement moins nombreux, mais mieux rémunérés et mieux considérés. Il faut se souvenir qu'en 2002, les officiers de la police nationale étaient catégorie B, les gardiens de la paix catégorie C. Aujourd'hui, depuis 2005, tous les officiers de la police nationale sont catégorie A, et les gardiens de la paix vont passer tous catégorie B. Et le deal, il est là. C'est moins de fonctionnaires, on est loin de l'annonce de Cameron. Je fais une parenthèse. Annonce de Cameron, 500 000 fonctionnaires qui vont disparaître dans les années qui viennent. C'est ce qui vient d'être annoncé en Angleterre. L'équation un fonctionnaire sur deux ne s'applique pas exactement au ministère de l'Intérieur. C'est un autre équilibre qui est trouvé. Et après, par contre, on essaye de réformer les structures pour faire en sorte que le service soit équivalent. Et c'est là, et je vais justement résumer à l'extrême pour qu'on puisse faire des questions, où parmi les pistes à imaginer, et c'est jamais parfait, et là je vais mettre un préambule de base, le type qui est capable de dire, regardez, le produit sécurité qu'on a construit est merveilleux, c'est faux. Le temps qu'il y aura une victime, le produit ne sera pas parfait. Donc on ne peut pas faire de gloriole avec ça. Mais comme de la même manière, on doit pas faire de gloriole, on doit être lucide sur la réalité, mais on ne peut pas non plus jeter tout ce qui a été fait. Et effectivement, il y a eu des réformes de fait. La mutualisation, police-gendarmerie, qui permet là aussi à terme, la création, pour moi, je l'espère, d'une grande filière de métiers de la sécurité, parce qu'on arrive aujourd'hui à des inégalités. Je vous parlais l'exemple du gardien de la paix qui est catégorie B. C'est bien, sauf que ça laisse sur le bord du chemin des gamins qui sont peut-être effectivement dans certains quartiers, et là ça n'a rien à voir avec les filles. Le gamin, il habite dans un quartier, il peut être black, il peut être beurre, ça on s'en fout. Il habite dans un quartier, effectivement, il a moins accès à l'orientation que d'autres qui habitent dans d'autres quartiers. Et qui pourrait se retrouver de côté d'une filière parce qu'il n'a pas les outils. Donc on trouve des mécanismes compensatoires, pour moi basés sur le mérite. Le type, voilà, il n'a pas de bac, il rentre dans une société de gardiennage, et comme pendant 3 ans il fait bien son boulot, dans la sécurité, il a peut-être une reconnaissance de ses acquis professionnels qui lui permettent de passer le concours. Donc on est très loin de discrimination positive sur d'autres critères. On est, voilà, je suis venu, j'ai bossé, comme j'ai bossé, on reconnaît mon mérite, et on ouvre d'autres voies. Et pour moi, c'est un ascenseur républicain. Il est là, l'ascenseur républicain. Donc ça, c'est effectivement une parenthèse au niveau de la gestion des ressources humaines, mais je pense que j'appuie beaucoup sur ça, parce que tout ne fonctionnera que si on est bon au niveau des ressources humaines. Et puis les structures. Et ce qui nous intéresse ici beaucoup, je ne vais pas vous faire, même si on en a beaucoup parlé dans les médias, mais je ne vais pas vous parler des réformes qu'il y a eu dans les services de renseignement. Mais nous, ce qui nous intéresse beaucoup en banlieue, c'est la réforme fondamentale qui a eu lieu le 14 septembre 2009, qui fait que moi j'ai connu l'époque en tant que jeune policier où quand on avait un pickpocket dans le métro, il arrivait, je vais reprendre Montreuil, on arrivait porte de Montreuil, on arrêtait. On n'avait plus le droit de le filocher. Voilà. Encore moins de l'interpeller, on n'avait plus le droit. C'était frontière administrative. Voilà. Après, on a dit, vous avez le droit de le suivre judiciairement, mais c'est l'exception et administrativement, il ne faut pas. Voilà. Il y avait déjà eu une progression, mais il ne fallait pas. Et donc, la grande réflexion qui a été dire, on va monter ce grand pari de la sécurité, qu'on fait à une échelle dans un premier temps plus gérable, c'est-à-dire on ne met pas encore la grande couronne, on met Paris et la petite couronne, qui fait que le patron, c'est le préfet de police de Paris, et on assure une vraie perméabilité. Ce qui fait qu'aujourd'hui, et je le répète, quand Barthelone dit il manque 400 policiers sur le département, c'est un mensonge majeur. D'une part, parce que là aussi, sans faire l'énarque, entre-temps, il y a eu différentes réformes budgétaires qui fait qu'on ne compte pas les effectifs de fonctionnaires aujourd'hui comme il y a 10 ans. Avant, on comptait les individus, aujourd'hui, on compte le temps de travailler. Je ne vais pas vous faire l'explication parce qu'il faut être énarque et je ne le suis pas, donc je ne serais peut-être pas capable. Mais de la même manière, on ne peut pas comparer des poires et des pommes de terre.
Or, c'est ce que fait effectivement un Barthelin avec ça. Ce qui est dommage, c'est qu'on a des fois des élus de droit qui ne savent pas lui répondre, ou lui répondent mal. Voilà. C'est notre souci dans notre propre famille, mais c'est pas grave, ça se soigne et ça reste en famille. Je vais juste finir sur les effectifs, sur la police d'agglomération. Le meilleur exemple du fonctionnement de la police d'agglomération, et c'est volontairement un événement symbolique, ça a été l'installation de Christian Lambert. Et je pense que quelque part, si on se dit, est-ce que la Seine-Saint-Denis est importante aujourd'hui pour le château, l'arrivée de Christian Lambert montre que oui. Pour ceux qui étaient présents à la cérémonie à Bobigny, vous aviez 400 flics, tout confondu. Des CRS, des gens de sécurité publique, pas un de la Seine-Saint-Denis. C'est-à-dire que là où à l'époque, on aurait été obligé de vider les commissariats pour faire cette cérémonie, et donc on aurait peut-être eu des gens, et je vais peut-être avoir des témoignages en disant j'ai appelé, on m'a dit j'ai pas de voiture, on peut pas venir. C'est encore vrai à certains endroits. Et tout à temps, on aurait vidé les commissariats parce qu'un président de la République, quelle que soit sa couleur politique, venait. Là, la mise en place de Lambert, effectivement, ce sont que des forces de Paris intramuros qui ont été mis ici. En 6 mois de temps, vous avez l'équivalent de 900 fonctionnaires qui ont été projetés en Seine-Saint-Denis. Et c'est là où j'en veux à certains élus. Et je vais rester très large sur les élus. C'est-à-dire qu'au lieu de faire de l'incantation, il me manque 3 gardiens de la paix dans mon commissariat. En sachant que même si en plus ils avaient un cadeau du ministre de l'Intérieur qui leur enverrait les 3 gardiens, 2 ans plus tard, le même gardien serait muté. Donc c'est une vraie escroquerie. Donc le même élu qui dirait à ses administrés, vous avez vu, j'ai fait un effort, j'ai 3 gardiens de plus, 2 ans plus tard, alors il s'en fout peut-être parce que l'élection sera passée. Et sauf qu'on en revient, le service après-vente pour moi ne serait pas assuré. Alors qu'aujourd'hui il a un outil qui est simple. C'est simplement d'aller voir le préfet de police et de dire, mais ça nécessite, il s'intéresse à la sécurité, voilà, dans ma ville, j'ai tel quartier où j'ai tel problème. Donc effectivement, de telle heure à telle heure sur tel problème, est-ce qu'il n'y a pas possibilité de faire venir des forces de l'extérieur qui pourraient s'occuper de ce problème? Et là, on commencera à avoir des solutions plus intelligentes. Mais encore faut-il que la sécurité soit véritablement une préoccupation de tous les élus et non pas finalement une publicité pour certains. Tu veux que j'arrête là et on lance sur des questions? Voilà. Bon. Alors, question de Philippe, mais pas long, hein. Vas-y Philippe. Ballon, juste le juste nécessaire. Alors pour reprendre juste avant mon propos, ce que disait notre cher ami Bruno sur l'ex-maire Brard de Montreuil, député maire de l'époque communiste de Montreuil, c'était l'un des plus véhéments et les plus agressifs et je dirais les plus combatifs contre les mouvements sectaires dans la commission d'études parlementaires sur les sectes. Donc d'un côté il veut faire de l'hypersécurité et de l'autre côté il va dire vous en faites trop. Bon, on appréciera juste valeur, la valeur de ses opinions. Alors moi je vais revenir un peu sur la sécurité, sur l'ensemble. En disant que notre France de peuple chrétien et de république laïque a une constitution qui a été établie en 1789, et j'ai pris quelques notes simplement pour être juste, parce qu'il faut être juste, pour être précis. L'article 2 dit que le but de toute association politique est la conservation des droits naturels imprescriptibles de l'homme. Ces droits sont la liberté, la propriété, la sûreté et la résistance à l'oppression. Au vu de ça, et par rapport à ce que l'on vit dans les quartiers de différentes villes, en Seine-Saint-Denis et autre part, j'estime que nous avons tous les outils, toutes les armes pour combattre toutes les délinquances. Peut-être n'avons-nous pas assez de moyens financiers et humains mis à tel et tel endroit, et encore ça se discute, et là tu pourras nous dire ce que tu en penses, mais au niveau des outils juridiques, si les juges font leur boulot, si les avocats ne sont pas trop laxistes, on a un code dans notre pays. Il faut dire que notre pays de droit écrit possède à peu près 52 codes. Donc on peut tout gérer dans le pays et tout sanctionner en cas de faute. Donc je vais être très rapide, mon cher Mac.
Mais je vais déterminer 2-3 points qui vont lancer le débat. Nous avons... Tu peux poser la question. Oui, non, Il a déjà posé la question. Je pose la question en définissant les 2-3 points qui vont être très rapides, Mike. Nous avons en France un code pénal qui est extrêmement précis, qui condamne les violences à partir du code de l'article 222-7 à 16.3, qui condamne les menaces de l'article 222-17 à 18.3, qui condamne le trafic de stupéfiants de l'article 222-34 à l'article 222-43, qui condamne la mise en péril des mineurs du 227-15 au 227-28-3, qui condamne les destructions, dégradations, détériorations ne présentant pas de danger pour les personnes et autres. Du 322.1 au 322.4.1, ça doit t'amuser parce que ça doit changer un peu l'école. Voilà, j'ai l'impression de me retrouver sur les bancs de l'école. Non mais il n'y a que lui qui te comprend là. Oui, mais cher ami, qui te comprend. Justement, je termine et lui va pouvoir répondre. Et dans le fait de tout ce que l'on voit à l'heure actuelle à travers notre pays, notre code pénal définit aussi dans les articles 412.3, 412.4, 412.5 et 412.16 la condamnation des mouvements insurrectionnels ou, comme le dit l'article 412.16, le fait de diriger, d'organiser un mouvement insurrectionnel est puni de la détention criminelle à perpétuité et de 750 000 € d'amende. Merci. Ce qui veut dire, ma question est là, quel que soit le gouvernement, quel que soit le ministre, quel que soit le préfet, et comme vous êtes sous-préfet et ancien commandant de police, l'application stricto sensu de la loi. Et comme m'avait dit Valéry Giscard d'Estaing à son époque, je préfère être du côté des victimes qui n'ont eu ni avocat, ni juge, ni politique pour les défendre, mais qui ont subi. Donc l'application de la loi. Qu'est-ce qu'il en est dans ton cas? Merci. En fait, c'est pas une question. Tu as fait un développé qui, et comme je t'aime beaucoup, je vais volontairement le dire devant tout le monde, est exactement aujourd'hui le développement que font les hommes de gauche pour dire Sarkozy fait des lois pour rien. Or, tous les développements que tu fais, et moi c'est ce qui fait que j'ai toujours apprécié Nicolas Sarkozy, en particulier quand il parlait des halls d'immeubles, on s'est tellement moqué de lui en disant les halls d'immeubles, sauf que certains dans cette salle savent ce qu'est l'humiliation quand on rentre en fin de journée et qu'on n'ose pas forcément le dire quand on est un bonhomme, même à sa femme ou à ses gosses, qu'on n'est pas très fier de passer par-dessus 2-3 clips qui sont par terre, qui vous disent 2-3 mots d'oiseau, où il y a la bouteille de Heineken avec les cachets qui sont posés. C'est vrai que ce n'est pas des grands toxicomanes, sauf que c'est des types qui vous pourrissent vos soirées après le boulot. Voilà. Et là, effectivement, qui a avancé ces dossiers-là? Et là, on revient à ton développement. L'hypocrisie aujourd'hui de l'homme de gauche, que tu n'es pas, je te le concède. Merci, mon cher Bruno. Mais c'est de dire, regardez, vous légiférez pour rien alors que tout est là. Sauf qu'aujourd'hui, on a en France des textes qui ne sont plus dits, qui ne sont plus utilisés. Nous sommes en Seine-Saint-Denis, puisque Mike va dire arrête, on ne parle pas d'autre part, on parle de la Seine-Saint-Denis. Un nom, Rosenweig. Surnom Papa Noël, président du tribunal pour enfants de la Seine-Saint-Denis pendant 20 ans, à lui tout seul, et je lui ai déjà dit en face, il a foutu en l'air la politique pénale en Seine-Saint-Denis des différents gouvernements successifs, parce qu'il a installé un climat d'impunité, et plus grave que l'insécurité, c'est le climat d'impunité. Le climat d'impunité pour celui qui ne subit pas la peine, qui pour moi doit être une sanction juste, mais immédiate pour qu'elle soit comprise et proportionnée, et encore plus injuste pour la victime, où on a encore des scènes aujourd'hui où la personne qui porte plainte reste plus longtemps au commissariat que celui qui a été interpellé. Voilà. Il faut être lucide sur la situation. Donc, effectivement, on a aujourd'hui, et c'est là où j'ai des fois des paroles dures qui m'ont valu même d'être emmené par l'ordre des avocats au tribunal, où on est dans une société où vous avez un pouvoir exécutif. On l'aime ou on ne l'aime pas, mais régulièrement, il y a des élections, et si on ne l'aime pas, on le vire. Vous avez un pouvoir législatif qui lui aussi détient sa légitimité des urnes. Et enfin, vous avez ce qu'on appelle
l'autorité judiciaire. Or, et la droite et la gauche, en les ayant tellement drapés dans l'indépendance, sans dire vous n'êtes qu'une autorité, vous n'êtes pas un pouvoir. Parce que pour moi, et ça date depuis Montesquieu, quand on dit un pouvoir, on a un contre-pouvoir. Or, quand on est autorité judiciaire, on a tous les droits de pouvoir, sans les devoirs. Les devoirs, c'est la responsabilité et la légitimité, parce que jusqu'à présent, un magistrat ne tient sa légitimité que du passage d'une grande école, c'est vrai, prestigieuse, l'école normale des magistrats, à Bordeaux, où il faut être très intelligent, très instruit, ce qui fait qu'on trouve peu de monde de nos quartiers qui y accèdent, parce qu'aujourd'hui, effectivement, on retrouve quand même beaucoup plus l'accent de certains quartiers, beaux quartiers parisiens, que l'accent de nos petits zonards, et on en fait partie, et qui sont hors la vie. Et quand vous parlez off à certains magistrats, ils vous disent eux-mêmes, des fois, j'ai découvert la vie dans mon cabinet de juge d'instruction. La vraie vie, c'est-à-dire le type qui t'agresse dans le métro, pas qui t'agresse pour obtenir. Moi, je suis révolté, je l'ai dit encore à Eric. Quand il y a eu un article il y a un mois dans Le Monde où des élus parlent de droite et de gauche de violences gratuites. C'est une erreur majeure. Quand tous nos élus comprendront que nous avons en face de nous des personnes, jeunes ou pas jeunes, on s'en fout de ça, qui sont des individus qui, entre eux, ont des relations de dominant-dominé, qui sont dans un rapport de prédation avec l'autre. Pour eux, tu les regardes mal, c'est pas, ils te tapent pas gratuitement, c'est que ça leur permet d'installer cette relation de dominant à dominé. Or, la tarte à la crème, pour les hommes de droite aussi, parce que ça fait bien quand on est repris dans Libération, c'est de dire, oh là là, cette violence gratuite, c'est pas vrai. C'est pas une violence gratuite. Vous avez en face de vous, et je prenais l'exemple dernièrement, je suis intervenu aux journées parlementaires, je pense que je n'ai pas forcément été compris par certains, mais j'ai volontairement pris cette référence. J'aime regarder les dessins animés de mes enfants. Il y a beaucoup de choses. Et quand vous regardiez le vieux film Dinosaures, vous aviez les vélociraptors. Vous savez, les petits dinosaures qui suivent la grande troupe de dinosaures et qui les bouffent. Et quand vous regardez les manifestations du CPE, c'est la même chose. C'est-à-dire que vous avez vos gamins, oui, nos gamins ont une conscience politique en ce moment, ils descendent dans la rue, ils manifestent, ils ont le droit, patati, patata. Et pendant ce temps-là, d'autres viennent faire leur marché. Ils viennent casser, ils viennent piller, ils viennent faire des exactions. Et c'est là, et je pense que là encore, je le mets en perspective avec 2012, il y aura toujours des points où on peut dire le gouvernement n'a pas tout fait. Oui, il y aura toujours des situations où des victimes vont dire là, la police, la gendarmerie n'a pas été bonne. Mais les seuls, au moins aujourd'hui, être lucide sur la situation, quitte à le payer, parce que quand on regarde les coups douces que se prend en hortefeux sur certaines de ces déclarations, il le paye quand même. En d'autres temps, il aurait été viré. En d'autres temps, compte tenu des déclarations de Hortefeux, il aurait été viré. Aujourd'hui, ça tient. On est tous fautifs, parce qu'il ne fallait pas en parler. Il ne fallait pas parler de ces choses-là. Tu parlais dans les différents alinéas du rapport aux stupéfiants. Moi, je me suis insurgé, alors c'est vrai, à mon niveau, à mon petit niveau sur Facebook. Mais j'aurais aimé que certains de nos grands élus fassent la même chose sur la salle de shoot à Paris. Sur les salles de shoot à Paris. Moi, il y a un tabou, il y a un interdit. Quand on fait tomber ce tabou, pour le môme, comment on lui explique c'est bien ou c'est pas bien? Et là aussi on parle au double discours. Moi quand j'entends effectivement le maire de Sevran dire « Moi je veux plus de policiers pour lutter contre mes dealers », mais qu'au même moment il dit « Mais moi par contre j'aimerais bien qu'on réfléchisse à la légalisation des stupéfiants », ben, je dis dans ce cas-là, démerde-toi, les forces de police on ne les montre pas. Voilà, alors c'est pas politiquement correct, je vous l'accorde. Ce qui fait que je ne suis que conseiller régional du reste, mais dans tous les cas... T'es quand même conseiller régional, je fais rien, moi. Je suis un politiquement correct. Volontairement, on voit le chemin à parcourir, parce qu'il y a des tabous mentaux à faire tomber certaines fois, pour oser parler de ces choses-là. Parce que la salle de shoot, pour moi, il y a eu Goujon qui s'est élevé, il y a quelques élus, mais ça n'a pas... Il y a Fillon, le Premier ministre qui cet été avait dit je suis viscéralement contre, mais on a quand même eu aussi des grands élus, voire des ministres qui ont dit ah mais on pourrait comprendre, voilà. Bon. Or, comment là on est en Seine-Saint-Denis. Moi j'aimerais qu'on m'explique, et c'était la discussion que j'avais eue avec Daniel Vaillant en disant quand vous mettez du bleu marine dans la rue,
Le signal que vous lancez à nos concitoyens, c'est de dire, vous pouvez établir un lien de confiance. Elle est là, la vraie proximité. C'est, j'ai un problème, je vais les voir, je leur parle, et ils vont résoudre le problème. Or, si on met les policiers dans l'incapacité de résoudre les problèmes, c'est encore pire, après, dans le rapport à la population. Et on peut les appeler comme on veut, des proximiers, de la police de proximité, ça n'y sera plus. Et là, c'est la même chose pour la salle de shoot. Qu'est-ce qui se passe dedans? Et les types qui vont grenouiller autour, on saura que ce sont des dealers. Comment on va gérer ça? C'était pour relancer la machine. Juste une petite réponse. 5 secondes. Mettez-nous un coup de sac, il aime ça. Voilà. Mettez-nous un coup de sac. 5 secondes, 5 secondes. Je suis d'accord avec Bruno, et quand j'ai dit ce que j'ai dit, c'est simplement non pas faire une attaque vers les policiers, bien au contraire. Non, je plaisante, c'est juste qu'il y a l'élection demain sur Montreuil, donc comme on a dit 40 candidats sur la liste, je disais, méfiez-vous, ils vont remplir les urnes. Il y a un soutien total. Il y a un soutien total à ce que tu fais, mon cher Bruno, et puis aux forces de police. Le fait est, c'est que quand j'ai déterminé tout ce que j'ai déterminé, c'est que la loi devrait être appliquée et que nos juges et les avocats des délinquants ne l'appliquent pas. Voilà, le problème il est là, notamment aussi pour tout ce qui est stupéfiant, c'est d'une gravité, je crois que c'est la gravité première, parce que c'est l'économie souterraine, c'est les trafics de drogue, c'est les agressions, c'est les violences à tout niveau. Et à dire aussi, parce qu'il faut aussi avoir un côté un petit peu scientifique, le premier pétard que ces abrutis vont fumer, ils se détruisent les neurones. Et c'est irrémédiable et irréversible. Donc toute drogue est extrêmement nocive. Et notre rôle, qu'on soit politique ou citoyen, c'est de défendre un cadre de vie propre, clair et net. Le problème, il est que nos avocats de délinquants ou les juges n'appliquent pas notre droit et ne protègent pas la victime, mais protègent le délinquant. Je veux juste différencier deux choses volontairement. Vous comprendrez que ce n'est pas par amitié, mais au moins les choses sont claires. Je suis très dur avec les magistrats qui, se drapant en fait dans leur indépendance, font de l'anti-sarkozysme primaire. Aujourd'hui, c'est ça. C'est faire chier le gouvernement par les textes. Voilà. Les avocats, c'est différent. Sauf qu'il y a une double hypocrisie. Les avocats, ils font leur boulot. Sauf que, on est dans un milieu, dans la microcosme parisien, où on a présenté les avocats comme les défenseurs des droits de l'homme. Or, on regarde la loi, les défenseurs de nos libertés individuelles, ce sont les magistrats. Les avocats, ce sont, je vais être dur, et ils m'ont emmené au tribunal à cause de ça. Les avocats sont des commerciaux. Un avocat, il n'est pas là pour prouver que vous êtes innocent. Un avocat est là pour faire en sorte qu'on montre que vous n'êtes pas coupable. C'est très différent. C'est très différent. Et après, il y a un problème d'argent. Parce qu'une poignée de main avec certains avocats, merci de votre confiance. Qui n'a jamais eu cette phrase avec un avocat? C'est 1 500 €. Alors la question, moi qui travaille avec des avocats, c'est pas facile, c'est-à-dire qu'à un moment donné, je discute avec un avocat qui a un problème parce qu'il défend à ce grand le truand qui avait 1 500 €. Ah oui, je lui ai dit c'était pas bien, je lui ai dit mais attention, vous messieurs les avocats, vous êtes payés par l'aide juridictionnelle, c'est-à-dire, oui mais ça, je ne suis pas payé. Alors si vous n'êtes pas payé, pourquoi vous le défendez? Pour quel droit? Parce que vous savez très bien qu'il est en tort. C'est-à-dire que de fil en aiguille, je vais être très dur, je dis vous messieurs les avocats, moi je suis de la partie civile, je suis pour la victime, pas pour le coupable, ok? Vous entraînez notre société dans un marasme parce que vous êtes systématiquement en train de défendre les coupables et de drôles de coupables. Prenez Fofana, bref. Et la barbarie, d'autres barbares sont arrivés et ils sont défendus. C'est-à-dire qu'on va où? C'est-à-dire à quel moment le président du tribunal, le magistrat, vous avez parlé d'un monsieur, j'ai oublié, Rosenwald, qui a laissé l'impunité de ces jeunes. Jusqu'à quel moment dans notre société où nous sommes en plein marasme, nous nous faisons mener par les jeunes qui nous narguent? À quel moment l'État va prendre des dispositions face aux magistrats et contre les associations qui aussi entretiennent l'impunité des jeunes? C'est-à-dire qu'on rentre dans une société où on ne peut plus rien faire. Bientôt le gosse qui va naître dans le ventre d'une mère, fût-il qu'il prenne un mauvais départ, il sera déjà délinquant. Là, je passe dans la science-fiction, mais
malheureusement le portrait que je dresse, c'est une catastrophe. Moi, je m'affronte avec certains avocats et je me fais petite parce que, au scandale, de quoi je parle, je dis vous, messieurs les avocats, vous allez trop loin à défendre tout le temps le véritable coupable. Vous savez très bien qu'il est coupable. Et mon autre question, c'est de rebondir à la question, monsieur le préfet, j'étais contente. Certes, l'avocat a droit à défendre tout le monde, mais il ne faut pas que quand ils disent, excusez-moi Fofana, celui qui a défendu monsieur Fofana, oh il est un bébé joufflu le pauvre, il était mignon quand il était petit. Hein? Attention, il ne faut pas que quand même les avocats nous prennent pour des imbéciles. Il était mignon quand il joufflu. Bon bref, autre chose. Monsieur, donc la question, je dis, quand l'État va prendre des mesures pour cette impunité des jeunes et les remettre dans le circuit et ne pas se laisser bouffer par les associations et le fameux droit de l'homme, le droit de la défense, le droit de l'enfance, alors qu'il y a l'impunité et pas puni. Il y a des devoirs, il y a des droits, il y a des devoirs. Autre chose, les halls d'immeubles. Dernière question. Les halls d'immeubles, 3369 halls d'immeubles, c'est bien. Je suis contente d'avoir trouvé cet article dans 20 minutes par monsieur le préfet Lambert. Mais est-ce que vous êtes sûr, vous savez que les bodotes, les gens ont peur, rasent les murs. Moi je discute avec une personne, elle me dit, mais de toute façon la drogue ça vient des gens riches. C'est les pauvres, maintenant ils subissent la drogue, ça vient des gens riches. Certes, mais le pauvre qui deal, s'il ne va pas à l'école, il s'en sortira jamais. Le riche qui deal, il a des chances de rebondir. Le pauvre, lui, il est foutu. Le gosse qui a 11 ans, qui deal et qui plante la drogue par sa mère dans les étages, ça c'est au bodote. Alors, est-ce que monsieur le préfet, il va vraiment pouvoir laisser vivre monsieur Lambert, est-ce qu'il va... Moi je crois, j'espère qu'il va faire quelque chose. Là, faut être très clair. Faut être très clair. Vous parlez de l'État, je pense qu'on est aujourd'hui dans une période où il faut revenir au binaire. C'est-à-dire qu'on sait, alors il y a le représentant de l'État qui est le préfet, mais quand on entend les déclarations des uns et des autres, on voit bien... Pardon. On voit bien qui veut quoi. On est quand même, pour répondre à votre première partie d'intervention, parce que c'est pas une question, c'est une intervention sur la dérive des avocats, des magistrats. Mais c'est faute à tout le monde. Et c'est volontairement que je parle aussi. Alors je suis pas fanat, culpabilisation judéo-chrétienne, hein, je vais pas mettre à quatre pattes et me flageller le dos. Mais la droite est aussi fautive. On a eu de nombreuses années une droite un peu bourgeoise, il ne fallait pas parler de ces choses-là, et c'est ça. Et que ce que je reconnais, moi, à notre président de la République, ça a été un des premiers à oser en parler. Si vous teniez ce discours-là il y a 15 ans, on vous prenait pour une affreuse facho. Or, moi, je dis que parler, pour ma petite histoire personnelle, je parlais effectivement de mon... J'ai été élevé dans une cité HLM de Montreuil-sous-Bois. J'ai un père qui est arrivé en France seulement en 64. D'accord? Donc je suis... C'est l'armée et l'État qui justement était mon ascenseur républicain. Donc je crois dans ces valeurs-là. Et je pense que moi, c'est justement en disant les choses qu'on fera sortir les minots. Parce que ça ne sert à rien. On peut faire les efforts qu'on veut sur un minot de 6 ans, mettre l'argent qu'on veut dans l'ANRU, dans le mobilier, s'il a l'exemple du dealer. Il y a Jean-Christophe Lagarde qui cette semaine a fait une déclaration en disant oui, il y a un chouf gagne 50 € par jour. C'est faux. C'est 150 €. Ouais. C'est faux. Aujourd'hui, vous avez des mômes dans certaines cités qui sont à 150 € par jour chauffés. Vous pouvez faire de la formation, tous les grands penseurs. Mais alors oui, on est pour la répression, mais avant, il faut faire de la prévention. C'est là le truc. Vous pouvez mettre le pognon que vous voulez. Si vous n'enlevez pas cette manne-là, si vous n'enlevez pas les contre-exemples avant, ça veut dire qu'il y a avant la sanction, avant la répression, tout le pognon que vous mettez ne servira à rien. Donc comment l'État va prendre des mesures? C'est comment l'État, pour moi, c'est de continuer. Et lutter contre les associations qui... Oui, mais comment l'État... Mais non, on en revient. Mais si on en revient avec ce qui se passe aussi aujourd'hui dans la rue, c'est encore faut-il que les décideurs aujourd'hui au pouvoir sentent qu'ils ont un soutien. Parce que le premier socle, il est là. Moi, vous êtes décideur, moi de dire je vais monter au charbon sur tel dossier. Et si vous sentez, et quand on parle du SAV tout à l'heure, du service après-vente, que vos propres élus, ça tremble un peu dans le manche et qu'on ne suit pas forcément, eh bien je pense que certains soirs,
Au château, il y en a certains qui vont se dire, ces cons-là, c'est pour eux que je le fais, et je me retrouve tout seul comme un con, et je me retrouve avec une cote de popularité à 20%. Voilà. Donc l'État, c'est pas un État désincarné, c'est est-ce que oui ou non on soutient les hommes qui défendent ces valeurs-là? Ma réponse, elle est claire, vous l'avez compris, pour moi c'est oui. Mais c'est pas forcément l'unanimisme là-dessus. Oui, d'accord, mais j'ai rencontré ça aussi. Monsieur? Ah non, excusez-moi, j'avais le monsieur qui est avant, et après c'est bon, excusez-moi. Je m'excuse, je vais un peu mal parler quand je viens d'avoir une intervention chirurgicale assez importante. Je n'entends pas. Je m'excuse, je vais un peu mal parler, mais je viens d'avoir une intervention chirurgicale un peu assez importante. Bon, suite aux événements de ces derniers jours, particulièrement au Seine-Saint-Denis, il y a eu des graves manifestations, surtout Épinay-sur-Seine, lundi dernier. Oui. Bon, à cet effet, nous avons quand même vu réagir, je ne vais pas parler en tant que conseiller du ministère de l'Intérieur et de la Police nationale, comme Bruno, mais une heure après que les premières poubelles brûlaient, nous avions la compagnie d'intervention sur les lieux, qui s'est montrée calme, avec des professionnels et des gens vraiment faisant un boulot formidable. Des jeunes branleurs, faut appeler branleurs, et nique ta mère et tout ce qu'on veut, comme dirait le président. On a vu même baisser le pantalon devant ces hommes casqués, leur montrer leurs fesses, leur tirer des bras d'honneur et tout ce qu'on veut, et brûler la voiture d'un conseiller d'orientation, brûler des poubelles, tout ça pendant 3-4 heures, personne n'a bougé. Le soir même, Bruno, dans pièce à conviction, un journaliste, voilà le nom exact, interpellait un jeune et lui demandait d'aller chercher des armes de guerre. Il dit, j'en tout le temps que je veux, à Saint-Ouen. Le lendemain, toujours pour montrer ces jeunes, les journalistes, qu'est-ce qu'ils font? Repassent les scènes de malheureusement de 61 qui étaient vécues par les Algériens en France. Alors tout ça, à mon avis, c'est une provocation constante et permanente que vont faire bientôt les forces de l'ordre pour mettre fin à ça. Et tout le monde, tous les anciens sensés, sont, de mon avis, je vais parler de ça à Épinay-sur-Seine, j'en ai parlé avec beaucoup de gens, le maire, Hervé Chevreau, qui est un homme formidable, a fait un communiqué de presse, et dans chaque boîte aux lettres, il y a un tract qui est distribué pour arrêter toutes ces conneries. Où on est là-dedans? Je vais le mettre en perspective avec justement ce qui se passe actuellement. Le maintien de l'ordre pour des forces de l'ordre, qu'ils soient policiers, gendarmes, là pareil, pour les crapauds qui sont en face, c'est du bleu marine. Ils ne regardent pas qui est le payeur et quel est l'écusson. Heureusement. Voilà. Alors, je précise quand même, car j'en profite pour faire un peu de pédagogie, quand les forces de l'ordre disent d'un voyou que c'est un crapaud, ça n'a rien à voir avec l'animal, ni une ressemblance physique. C'est qu'il faut savoir que régulièrement, quand certains individus sont interpellés, ils disent quoi. Voilà. Donc, quoi, qu'est-ce que j'ai fait? Et d'où le surnom crapaud. Voilà. C'était le témoignage dans simplice du surnom crapaud. Il faut savoir qu'effectivement, c'est du perdant-perdant. Parce que de la même manière, vous avez un individu, et là, je suis pour la vidéo à l'extrême, qui, cagoulé, va vous lancer un cocktail de Molotov dessus. Je rappelle qu'aux États-Unis, qui n'est pas un pays antidémocratique, vous lancez un cocktail Molotov, le policier vous tire dessus. Voilà, c'est simple, c'est réglé. Cocktail Molotov, je tire, et il tombe par terre. Ici, non. La doctrine du maintien de l'ordre français, c'est on gère autrement et on a des forces de l'ordre qui sont très bonnes dans ce domaine-là. Mais qui sont très professionnels. Mais c'est du perdant-perdant parce que ce même gamin qui va lancer ce cocktail Molotov, qui va être déchaîné, qui vous aura craché dessus, vous l'interpellez. Une semaine plus tard, il passe au tribunal. Il s'habille bien. Il a un beau sourire, Angélique. Et vous le passez à la télé. Pour la même mère de famille, c'est le gars. J'ai eu une expérience, et c'est beaucoup plus vieux. J'étais jeune lieutenant pendant les manifs, non pas du CPE, du CIP. On est dans Paris, j'étais avec un groupe d'intervention, et on a une grappe, une horde qui rentre, qui pète une vitrine. Et les mêmes personnes qui avant nous avaient dit « Ouais, c'est dégueulasse, qu'est-ce que vous faites? Vous attendez, vous n'intervenez pas. » On n'avait pas d'ordre, on n'intervenait pas. Les gamins pètent la vitrine, rentrent dans le magasin. On fonce, et là c'était « Attention, ce sont des enfants. » Donc c'est perdant-perdant. C'est perdant-perdant. Et pour illustrer avec, faire un lien
qui n'a rien à voir en cause à effet, mais je vais quand même le dire ici, c'est comme depuis hier ce qui me gonfle, mais alors royalement, au niveau du climat social. Quand Geoffrin hier, dans Libération, dit « Monsieur le Président, négociez ». Il faut arrêter l'hypocrisie. Moi j'étais sur LCI chez Valérie Expert face au porte-parole du PC, lui dire non, soyez francs, ce qui se passe aujourd'hui vous arrange. Vous transformez ce mouvement comme un outil politique contre Nicolas Sarkozy, mais ne nous jouez pas la petite incantation, nous on aimerait une vraie réforme bien négociée. C'est pas vrai. Voilà. Sauf que là encore, il faudrait qu'on vise un peu plus fort dans notre propre famille. Moi j'adore Internet. Moi aussi. Je ne suis pas forcément très bon. Mais j'ai vu que les jeunes populaires à l'UMP font des très belles choses aujourd'hui. Mais moi je suis un peu bête. Moi je pense que ce dimanche-là, si l'UMP national nous a fait un tout petit tract tout simple, pas des grands moyens, avec une photo d'un jeune cagoulé qui lance un cocktail Molotov, une photo de pompe à essence avec les rubans rouges parce que plus personne n'y va, ça aurait été plus parlant sur les marchés que certains sites internet. Voilà. Et c'est vrai que c'est un regret dont j'ai fait part. Alors, la dernière question. Alors maintenant, les forces de police font toujours leur travail. Comment explique-t-on que Mme Boinet, réclamant des policiers, porte plainte parce qu'un policier a malheureusement tiré pour se défendre sur toute une équipe de branleurs qui cassaient tout, et maintenant, le syndicat CGT porte plainte contre le préfet parce qu'il a envoyé la police pour casser les barrages. Mais où on va là? On sait. C'est un choix de société. Est-ce que ces plaintes vont être prises en compte? Si au moins ça peut réveiller certains d'entre nous. Vous voyez? Alors monsieur, Qu'est-ce qu'on fait? Monsieur a une question? Vas-y. Si, qu'est-ce qu'on fait? Je vous avais prévu. On sait malheureusement qu'on va vivre 2 ans. Il faut être très lucide. Je pense que pour n'importe quoi, ça va être tout le temps comme ça. Et soit on baisse les bras, soit on écoute certains d'entre nous qui disent qu'il faut qu'on négocie, on négocie quoi? Soit on tient, effectivement. Moi dernièrement on m'a dit, et je précise bien statutairement, j'interviens ce soir en tant que conseiller régional. Mais effectivement, après mon élection, j'étais commandant de police, on m'a nommé sous-préfet. Et dernièrement on m'a dit, Bruno, tu vas quand même t'es sous-préfet, si la gauche revient en 2000. Et c'était un ami. C'était pas un homme de gauche qui me disait ça. Et je lui ai dit, mais crois-tu que mon rêve dans ma vie, c'est de développer une carrière de sous-préfet si la gauche est là? Il faut choisir de temps en temps. Effectivement, je préfère me mettre plus au front et quitte à dire s'ils reviennent, je me prendrai un coup de 12. C'est vrai, mais je le sais, au moins j'aurai fait mon boulot. Bravo Bruno. Monsieur, allez-y, des questions. Bon, merci. Permettez-moi de faire une petite observation avant de poser ma question par rapport à ce qui a été dit. Je pense que la France est une grande démocratie et je pense que nous avons le droit pénal qui est là et le droit pénal ne préconise pas que suite à un acte, il faut tout simplement faire une répression. Parce qu'effectivement, il existe ce qu'on appelle la présomption d'innocence, il existe bien entendu la présomption de culpabilité. Quand il y a un incident ou un accident, il y a une enquête qui est faite, il y a une procédure qui est instruite et bien entendu, dans la démocratie, on a le droit de défense. Donc, accuser, dire que le droit, la justice ne fait pas son travail, moi je ne partage pas cette opinion parce que je pense que ça n'est pas vrai. Et donc, je vais poser ma question. Ma question, c'est de savoir, on parle de sécurité dans sa globalité. Et je pense que c'est très compliqué de parler de sécurité dans sa globalité. Dans ce sens que les problèmes, est-ce que les problèmes que nous connaissons en Seine-Saint-Denis, c'est les problèmes de stupéfiants, les problèmes de raquettes, ou quel est le problème le plus récurrent ou le plus important qu'on connaît et dans quel quartier? Effectivement, je suis d'accord avec le sous-préfet, avec Bruno, lorsqu'il dit c'est compliqué parce que lorsqu'on veut négocier avec les élus
de telle ou telle commune, chacun partage des avis très très divergents. Mais ma question, pour être plus court, c'est de savoir, effectivement, dans le cas des stupéfiants, quelle est la politique qui est envisagée pour prévenir la jeunesse de cette espèce de, je vais dire, mauvais... Pour ajouter un autre préambule, j'ai sorti ça devant certains élus, ça n'a pas plu. Et justement, je me donne le droit. Et je vais vous dire pourquoi je me donne le droit de dire ça. C'est que ma mère est une ancienne employée municipale et touche 700 € par retraite. Et à partir de là, pour tous ceux qui développent la théorie comme quoi la pauvreté serait l'excuse à la délinquance, je refuse fondamentalement. On ne peut pas accepter ce type de développement. Parce que c'est une insulte aux pauvres. C'est une insulte aux pauvres. C'est une insulte aux pauvres. Ça, c'est le premier postulat. La deuxième chose sur les stupéfiants, là, le mot prévention a du sens. Ça veut dire qu'on met un vrai interdit. On met une loi en disant toutes les conneries de dire il y a des drogues douces, des moins douces, des moins dures, c'est pas vrai parce qu'on sait très bien, quand on voit ce qui se passe en Amérique du Sud, les dealers qui sont devenus professionnels, demain ce produit vous le banalisez, ils vont créer un autre produit plus dur qui lui créera de l'addiction. Donc tout ça c'est des fables, c'est des fables. Il n'y a pas de drogue douce, il n'y a que des drogues dures. On crée un interdit risible par tous les gamins. C'est pour ça que la salle de shoot, pour moi, est en symbole inadmissible. Que dans des hôpitaux, il y ait des services pour dire à des toxicomanes, on vous enferme et vous arrêtez pour vous faire arrêter de vous droguer, c'est très différent de la salle de shoot. C'est très très différent. Et donc, après cet interdit, qu'on fasse de la communication, ce qui se fait en partie, pas assez, pour montrer, moi je serais pour montrer, j'ai vu malheureusement, là aussi dans ma vie de policier, je me suis occupé à l'époque, et ils sont ici maintenant, à l'époque où les consommateurs de crack étaient à la rotonde de Doubs sur le 19e arrondissement. Et comme ils ont été chassés, ils sont à Saint-Denis maintenant, c'est les mêmes. Dans quel état des hommes et des femmes se retrouvent humainement, malheureusement, ça devient des loques. Donc, montrer des fois, on l'a fait pour la cigarette, on l'a fait pour la sécurité routière, montrer à des enfants ce que ça peut être que d'être un toxicomane. Le drame pour lui, pour sa famille, pour ses proches, ça on pourrait... Moi je serais pour des campagnes dures là-dessus, vis-à-vis de l'enfance, pour dire que ça crée un choc, effectivement. Et je voudrais ajouter quelque chose, effectivement, par rapport à l'actualité qui se passe. Là où je partage l'avis de monsieur, je ne connais pas son nom, excusez-moi, je partage son avis parce que, effectivement, c'est absurde, complètement absurde d'inciter les jeunes d'aller dans la rue pour aller faire des revendications. Je le dis tout simplement parce que je marchais vers Leader Price à Épinay. J'entends des jeunes dire « Ah ouais, on va aller casser parce que notre avenir est maltraité. » Mais moi, le sentiment que j'ai eu, c'est que le jeune n'a pas conscience dans quel contexte est-ce qu'il a eu suffisamment de pédagogie sur l'avenir saccagé, l'avenir bâclé. Il y a de la démagogie, moi j'entends lire les écolos sur le plateau télé, me disait la théorie, si le retraité reste au boulot, c'est qu'il n'y a pas de boulot. On n'est pas dans de l'arithmétique. C'est pas quand il y a le départ en retraite d'une personne que ça crée automatiquement un emploi. C'est quand même grave. Je ne suis pas docteur en économie, mais je pense quand même que c'est un peu plus compliqué au niveau des mécanismes économiques que de la simple arithmétique. Or, cette idée, elle est passée au niveau des... Alors, dernière question, parce que Bruno va partir. Donc, monsieur, allez-y. Non, tu parles pas, Bruno. Vous avez une question? Allez-y. Voilà, les deux. Alors, avant-dernière et dernière. Moi, je suis content de venir assister à ce débat. Je me plais beaucoup de vous écouter parce que c'est très intéressant. J'allais même dire que je peux vous écouter jusqu'au lendemain même, sans suffire, parce que c'est intéressant en tout cas. Et c'est tellement intéressant que c'est peut-être une bonne idée de pouvoir organiser ça dans un bon cadre, calme. On peut débattre. Pourquoi pas inviter d'autres, parce que la sécurité c'est une affaire de tous.
personnellement, je ne suis pas politique. C'est la première fois que j'assiste à un débat politique. Et j'espère. Bon, on verra. Je m'intéresse beaucoup à ces questions parce que je suis urbaniste. En même temps, je termine un doctorat par rapport aux questions de démocratie participative dans les quartiers difficiles de 93. Mais c'est que je... Ouais, tout à fait. Mais c'est que dans le fond, je pense que tout le monde a sa part de responsabilité. Les politiques, les associations, les parents, surtout, et les enfants. Et c'est là les deux derniers acteurs que j'aimerais en tout cas parler. Les parents, je pense que il y a un certain abandon. En tout cas, j'ai fréquenté un petit peu les quartiers et j'ai remarqué qu'il y a un certain abandon parental de l'éducation. J'aimerais en même temps poser une question. Est-ce que vous pensez que le modèle éducatif français est différent ou est adapté vraiment pour les quartiers difficiles? Ça, c'est une question à répondre. Mais ce qui est sûr, c'est que le constat, c'est que les parents, il y a un délaissement total des enfants. Ils n'éduquent pas les enfants. Parce qu'ils peut-être ils n'ont pas le temps, mais je pense qu'il y a une question de volonté. Une question de volonté, ça, il faut le reconnaître. Ouais. Mais aussi les enfants. Je pense que les enfants, surtout les jeunes, ils ont leur part de responsabilité. Parce que j'ai assisté à la mise en place aux discussions par rapport au contrat urbain de cohésion sociale dans ces quartiers, dans certains quartiers, dans certaines villes plutôt. Et en discutant avec ces jeunes, en leur proposant effectivement des solutions par rapport des solutions vraiment légales, de sortir de leur situation de chômage et tout ça, mais ils préfèrent simplement se limiter parce qu'ils disent qu'ils ne gagnent pas plus que ce qu'ils gagnent. Ils vous le disent carrément. Et je pense que ça, ils ont franchement cette part de responsabilité. Maintenant, par rapport à tout ça, est-ce que vous pensez que c'est une question d'éducation, c'est une question de modèle éducatif, ou c'est une question d'identité? Est-ce que réellement ils pensent, est-ce que ces jeunes, vous pensez que ces jeunes, ils ne sont pas suffisamment intégrés ou pas? C'est assez. Là, ça nous amènera. Juste, on va répondre peu, mais ça amènerait quasiment une autre soirée. Je vous ai dit que mon père est arrivé en France en 64, et c'est pas pour rien que je l'ai dit, quand je parle de certains quartiers. Parce que juridiquement, je suis moins français que certaines personnes qui portent des noms à des consonances plus étrangères que moi. D'accord? Moi, je pense que être français, c'est un contrat qu'on a. C'est un contrat moral avec une nation. Et que, effectivement, aujourd'hui, et je vous dis, ça amènerait, il faut se poser la question. Moi, je suis un fanatique de la Troisième République. Les hussards noirs de la République, qui étaient tous des hommes de gauche, pour s'en souvenir. Et c'était ce que j'appelle des intolérants de la République. Il faut se souvenir que ces gens, qui étaient la plupart des socialistes, envoyés en province parce qu'anticléricaux, ils bouffaient du curé. Énormément, comme c'est le curé. Mais, arrivés dans le village, interdisaient aux petits bretons de parler breton. Étaient des vrais intolérants de la République. Et que je pense que la République n'est pas un régime de faiblesse. N'est pas un régime de faiblesse. Quand il y a un contrat, il y a deux parties. Et tout le monde doit le respecter. Et qu'effectivement, il faut se poser la question. Moi, je vous ai dit, tous les ans, je suis en Italie. Tous les ans. Tous les ans, j'emmène mes gamins de dire ton grand-père, il vient de là. Tous les ans, régulièrement, je passe rue d'Avon pour dire ton grand-père, il a débarqué dans tel hôtel. Et les hôtels à l'époque pour les jeunes rital, ils n'étaient pas forcément mieux que les hôtels pour les maghrébins et autres. D'accord? Et de la même manière, parce que j'oublie pas d'où je viens, je dis à mon fils, effectivement, par contre, t'es français. Et tu vis en France. Il faut se poser la question. Et c'est pas le débat de Besson, c'est pas tout ça. Là, c'est avec les traits qu'il faut parler. C'est quoi être français? C'est quoi vivre sa nationalité?
c'est quoi effectivement ce mélange où on a voulu gommer le mot assimilation pour aller sur l'intégration sans forcément savoir ce qu'on était derrière les mots. Et aujourd'hui, beaucoup de monde en pâtit. Et pour le gamin, moi, alors je serais beaucoup plus tolérant que vous. Moi, les gamins, ils sont pas fautifs. C'est les adultes qui leur mettent la limite droite, la limite gauche. Et ils utilisent. Et c'est les parents qui font ça aussi. Ils utilisent l'espace qu'on leur laisse. Ils utilisent l'espace qu'on leur laisse. La révolte chez un gamin, elle est normale. Par contre, ce qu'il faut, c'est que de temps en temps, il y a un tuteur qui dise garçon, top, t'as un petit taquet, t'es allé trop loin. Et j'en parle pourquoi? Parce que c'est vrai que moi je suis dans un microcosme, mais aussi vous allez me dire, je fais de l'antipoliticien. Mais quand je vous parle à des enfants, je ne parle pas comme dans les livres. Moi je parle de l'éducation que je transmets à mes enfants. Avec des fois des échecs. C'est là pour dire que c'est pas parfait, peut-être que demain ma fille ou mon fils fera une connerie. Mais je sais ce que je leur transmets. Or, on a quand même aussi en France des politiques qui parlent de ces sujets-là d'une manière très éthérée. Le problème pour ces parents, j'ai discuté aussi avec eux, ils disent qu'ils se considèrent interdits de taper ou de corriger leur enfant. Mais ça, ce qui serait top, je ne veux pas me couper, ce serait quasiment une outrage. Le problème qui se pose, excusez-moi, le problème en France qui se pose, quand vous allez dresser votre enfant, vous allez dire, faut pas faire cette connerie-là, vous allez lui mettre une claque. Votre fils, il va aller à l'école, ou alors vous allez le marquer, ils vont lui dire, mais pourquoi, on va vous convoquer au commissariat, on va vous dire pourquoi vous êtes là pour éduquer votre enfant. Ils vont dire non, l'assistance sociale, c'est la faute de la République. Ils vont venir chez vous, ils vont dire non, c'est pas comme ça. On a bien dit que vous voulez déposer une loi sur la PC, vous vous souvenez? Oui, le problème il est là en France. C'est une espèce de Comment vous voulez qu'on va éduquer notre enfant? C'est impossible. On peut pas, on n'a pas le droit de taper. Dernière question, monsieur, vous ne pouvez pas rester plus longtemps. Désolé, nous c'est la dernière question. Monsieur, allez-y monsieur. Donc, je m'occupe d'un média qui s'appelle Enquête et Débat. On est sur internet justement. On suit notamment le cas d'une libraire au Bourget. Vous avez peut-être entendu parler, qui s'appelle Marie-Neige Sarlat. Alors, pour résumer rapidement, elle a été agressée environ 25 fois en ces 6 dernières années, violée en réunion, en représailles d'une attaque à main armée. Elle lance des appels un peu partout, on lui a projeté de l'acide sur elle. Nous, on a fait une enquête sur elle pour voir si c'était pas une mythomane qui avait tout inventé. Et on a abouti à la conclusion que non, tout ce qui lui est arrivé, lui est vraiment, enfin, tout ce qu'elle dit qui lui est arrivé, lui est vraiment arrivé. Donc, on est allé interviewer le maire du Bourget, M. Capo Canelas, qui nous a dit, bah, moi j'ai fait tout ce que j'ai pu, j'ai mis une vidéo H24, mais je peux pas faire beaucoup plus, et puis la police municipale est là, mais derrière, je suis pas en charge des enquêtes, etc. Bon. On a sollicité tous les députés du 93, dont une majorité sont de gauche, ils ont refusé de nous répondre. On a sollicité la police, elle refuse de nous répondre. La justice, c'est le tribunal de Bobigny, elle refuse aussi. Bon. Qu'est-ce qu'on peut faire aujourd'hui? Qu'est-ce que vous pouvez faire aujourd'hui pour cette femme qui est quand même dans un bunker? Aujourd'hui, il faut sonner pour rentrer dans sa librairie. Oui, qu'est-ce que vous pouvez vous engager à faire, au moins, je ne dis pas que ça va changer de demain, mais voilà. L'engagement, et on va parler très franc, quand finalement, à peine arrivé en politique, je ne connaissais pas, à l'époque, cette affaire, n'étant pas sur le département. Quand je suis arrivé effectivement dans la régionale, au bout d'une semaine, très vite, j'ai eu des contacts par Internet. Et mais il ne faut jamais oublier dans quel cas on est. C'est pour ça que je vous parlais de Capo Canelas, parce que ma première réaction était quoi? C'est d'appeler l'élu, étant de la même famille politique que lui, de dire est-ce que c'est vrai? C'est normal de poser la question. Est-ce que c'est pas vrai? Donc c'est avéré. Comment tout en occuper? Et c'est là où il m'a décliné l'ensemble des procédures. Pour le moment, moi de ce que je sais du dossier, c'est que tout le monde est un peu prisonnier des procédures en cours. On est tous au même point, il y a des procédures en cours, mais alors c'est pas on fait rien, c'est que le gros problème, c'est régulièrement le cas quand on est sur un plateau de télé face à un avocat. Lui il peut dire, parce qu'il défend une partie, donc il dit sa vérité, et c'est normal, il fait son travail. Là dans un dossier comme ça, quand il y a des enquêtes en cours, je ne suis pas forcément au courant de tout ce qu'il y a dans les dossiers, et pas contre eux.
Madame, je ne suis pas au courant. Donc vous voyez, surtout devant vous, je rappelle ma démarche, je viens devant vous, c'est pas pour dire que vous ne me reverrez plus jamais. Je ne vous vends pas des produits usurpés en disant je reviendrai. Je ne vais pas mentir aujourd'hui et que dans 6 mois on se revoit et dire là c'était une connerie parce qu'il y a eu ça. Il y a des enquêtes en cours et je ne vois pas comment on peut aller plus loin aujourd'hui dans ce qui est avancé. Par contre, ce qu'on sait, c'est qu'elle vit une situation humainement dramatique, effectivement. Je pense que M. Capo-Canellas s'occupe vraiment d'elle. Moi, à chaque fois où je l'ai eu, il y a de la vraie bonne volonté. Je ne pense pas, elle est amère, et c'est ce que je disais tout à l'heure, moi je comprends qu'une victime soit amère certaines fois contre les forces de police, quand elle considère qu'elle est mal défendue, et là effectivement on peut la comprendre, mais de ce que j'ai pu savoir, ils ont fait leur boulot. Là, elle a été mise en garde à vue début juillet en fait. Ah, attention, pourquoi? Alors, là, là on en vient, c'est pour ça que je vous disais, l'enquête est en cours. La mise en garde à vue, c'est pas forcément un outil coercitif, c'est pour ça. Ça nécessiterait 3 heures. L'outil, vous allez déposer plainte, ça peut choquer des fois pour viol, entre vous et moi. Demain, mon époux se ferait violer. Je demanderais que procéduralement elle soit mise en garde à vue. Pourquoi? Parce qu'elle a le droit de la défense. Alors que si elle est témoin, elle n'a pas le droit de la défense. Alors c'est du juridisme. C'est incompréhensible parce que la garde à vue, c'est de suite le coercitif. Mais c'est pas un non-sens en termes procédural. Donc c'est pour ça difficile de s'engager sur des procédures en cours. Voilà. Merci. Sinon, vous aurez demain ma crucifixion sera la conscience. Non. Vous avez fait, Vraiment, dernière question. Ça va être une question si on veut, mais vous avez fait un très bon exposé. Je veux dire, ce soir, le problème, c'est qu'il y en a beaucoup qui parlent très bien, mais je regarde, quand on prend les chaînes de télévision, vous prenez la 2, la 3, la 4, et quand vous les analysez, vous regardez les médias, ils ont tendance à faire passer les choses, à dramatiser suivant les politiques. Hein. Et moi, je peux vous affirmer que la 2, la 3, la 4 ne sont pas vraiment pour la droite. Hein. Non, il faut Mais je vais aller plus loin et devant caméra, c'est pas que les médias. Moi, vous avez des fois dans notre propre famille politique, c'est pas forcément un sujet noble, la sécurité. Il n'y a pas beaucoup de grands noms, c'est pour ça que moi je dis souvent, on a un président de la République qui a été un homme de droite iconoclaste, parce qu'il s'est approprié ce dossier, il en a parlé, mais vous regardez dans les grands noms dans la famille de droite, c'est pas un sujet noble. Ça sent un peu mauvais, il peut y avoir des bavures, et les types qui s'occupent de sécurité, ce sont des gueux. Mieux vaut parler de sujets intéressants comme l'économie, des choses comme ça. C'est plus flatteur pour une carrière politique. Mais la sécurité fait partie de l'économie. Donc on clôt le débat. Merci d'être venu ce soir aussi. Bah, je t'en prie, Mike. Applaudissez Bruno quand même pour sa venue. Pour nous avoir éclairé sur les réformes, sur ce que c'est ce projet-là. Je vous ferai une table ronde. De toute façon, on aura bientôt sur la... On se revoit sur le thème, sur l'éducation, sur les parents avec plaisir.